Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, madame la présidente de commission, chers collègues, comment aborder la fin de vie alors que chacun d'entre nous qui en parle ne l'a pas, par essence, vécu jusqu'au bout? Mais souvent l'avons-nous vécu aux côtés des proches et souvent nous la redoutons pour eux comme pour nous-mêmes. C'est une expérience personnelle intime qui peut modifier notre regard et en tant que parlementaires, nous devons dépasser, nous placer au-dessus de cette expérience. Les différentes représentations sociales et culturelles de la fin de vie montrent à quel point l'appréhension peut en être multiple et complexe. Elles traduisent la conception que nous nous faisons de la vie et des valeurs qui sous-tendent nos sociétés. Nous devons donc aborder ce sujet avec modestie, humilité, dans la complexité des différents parcours de vie, dans la diversité et surtout dans le respect des prises de position et des convictions des uns et des autres. Nous n'avons ni à commenter et encore moins à caricaturer des positions qui peuvent nous paraître parfois excessives ou au contraire timorées. Chaque avis, chaque position mérite écoute et des échanges. Je suis néanmoins pour ma part surprise que certains pensent que ce texte n'apporte rien, alors qu'il contient au contraire des avancées indéniables, mais mesurées. Et nous pouvons remercier nos collègues Claes et Leonetti, car chaque terme a été pesé et sous-pesé. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis 1999, avec la loi de 2002, puis celle de 2005. En dépit de ces textes, il y a dans notre pays une insupportable distorsion entre les textes et la réalité, phénomène que son ampleur rend très concret. Une personne sur 3 connaît aujourd'hui dans notre pays une fin de vie dans la souffrance et ne bénéficie d'aucun traitement sédatif ou antalgique. Force est de reconnaître que les inégalités face à la fin de vie sont le reflet des inégalités sociales et des inégalités territoriales que nous connaissons bien évidemment dans notre pays. Chacun pressent bien qu'une nouvelle étape doit être franchie. Devant cette situation, le président de la République a fait le choix, que je veux saluer, d'un débat approfondi et de la recherche d'un rassemblement sur un sujet pour lequel nos concitoyens attendent aussi de notre part de la mesure dans nos propos et que nous ne donnions pas l'image d'une assemblée déchirée. Nous sommes, je le crois, à la hauteur de cette attente. Je veux donc remercier nos deux collègues Alain Claes et Jean Leonetti pour avoir recherché dans leurs propositions les points d'équilibre et de rassemblement sans jamais avoir renoncé à faire avancer les choses pour plus d'égalité, pour un droit à mourir dignement et avec la volonté de ne renoncer ni à leur personnalité ni à ce qu'ils sont. Votre proposition de loi a plusieurs mérites et permet d'enregistrer 2 avancées majeures. Tout d'abord, elle met le patient au cœur du dispositif, car que nous disent nos concitoyens? Ils veulent être entendus, ils ne veulent pas souffrir, ils veulent une fin de vie apaisée. La proposition de loi avance sur ces 3 points. Elle renforce la valeur des directives anticipées, elle renforce la place de la personne de confiance, elle admet aussi une sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui permet de soulager sans chercher à hâter la fin. Cette disposition serait-elle une hypocrisie du législateur ou encore une fuite du soignant voulant éviter l'accompagnement du mourant? Non, bien sûr. Ce doit être le fruit d'une réflexion et d'une décision commune et un aboutissement lorsque tous les traitements et les soins palliatifs ne peuvent plus soulager la douleur physique et la souffrance psychique qu'ils jugent insupportables. Le même droit est reconnu aux malades hors d'état d'exprimer leur volonté lorsqu'ils ont exprimé cette demande dans leur directive anticipée. Les débats au sein de notre hémicycle, au cours de ces dernières semaines, ont bien mis en évidence la nécessité du renforcement des soins palliatifs, tant au sein des établissements de santé qu'en établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, mais aussi à domicile, et de consolider et de développer la formation des soignants. Sur ces 2 sujets, Madame la ministre, vous nous avez assuré de votre volonté d'avancer. Je suis donc certaine que vous serez attentive à nos amendements qui portent sur ce point, et je vous en remercie. Mais les soins palliatifs, c'est bien sûr soulager la souffrance, mais c'est aussi pour les malades un changement de regard sur la dignité de leur propre fin. Chacun d'entre nous sur ces sujets s'exprimera en conscience. Chacun d'entre nous a le droit et sans doute même le devoir de douter. Il est normal que ce texte puisse faire débat. J'entends ceux qui voudraient que nous allions plus loin
et au nom de la liberté, demandent de choisir le moment où ils partiront. Mais j'entends aussi ceux qui disent vouloir être entendus et pour lesquels la liberté, c'est de pouvoir changer d'avis, partir entouré d'affection, délivré de la souffrance physique, et que la mort survienne sans que personne ne le décide à leur place, au moment où elle doit intervenir, sans intervention d'un tiers. La proposition de loi dont nous débattons garantit la protection des plus fragiles, des plus vulnérables, et prévient tout risque d'excès dont on ne peut jamais dire à l'avance qu'il existe ou n'existerait pas. Pour toutes ces raisons, je souscris à cette proposition de loi en espérant que le débat nous permettra encore de l'améliorer, mais je le dis avec force, sans la dénaturer, et parce que je crois qu'elle peut constituer un point de rassemblement que nous pouvons espérer et devons rechercher sur un tel sujet. Merci, Madame.